Animation is cinema. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bien travaillé ce matin. Mais non, je fais pas. Je suis en retard. Seulement, le tout blanc a été piraté par des rouges. À tous les temps de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française. Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de C'est quoi ton film ? Un épisode un peu spécial puisque pour une fois nous ne tournons pas à la Maison des Initiatives Étudiantes mais bien sur les lieux du Festival International de l'Animation d'Annecy. Télé-Sorbonne couvre une nouvelle fois cette année dans son intégralité ce festival et dans un format un peu spécial puisque vous êtes en train d'écouter le premier podcast qui va considérer un podcast quotidien dans lequel nous allons revenir sur toutes les news et tous les films que nous allons pouvoir voir pendant le festival. Je suis Pierre et toujours ravi de vous retrouver. À mes côtés, on retrouve la douce Marion. Salut Marion. Salut Pierre. Le salut un peu inapproprié puisqu'on est en train de tourner à 23h55. Ouais, bonsoir. Notre zoologiste professionnel, salut Eva. Bonsoir Pierre. Et notre conducteur émérite, Valentin, salut. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et à toutes. Le festival d'Annecy, c'est le festival de l'animation. L'animation non pas comme un genre, mais comme du cinéma. Et comme chaque année, le festival met à l'honneur certains pays. L'an dernier, c'était la Suisse, et cette année, c'est le Mexique, avec notamment un certain Guillermo del Toro qui viendra donner une conférence un peu plus tard dans la semaine. Avant de parler de cinéma, qu'est-ce que vous attendez de ce festival ? Il y a beaucoup d'événements très très différents auxquels on peut assister et j'étais super agréablement surprise de la diversité de tout ce qu'on peut voir. Il y a autant de films en compétition, de work in progress, de conférences, il y a beaucoup de conférences. C'est super intéressant et ouais, vraiment envie de voir des films, d'entendre des gens qui aiment le cinéma d'animation parler de ça et ouais, c'est trop cool. Et toi Eva, qu'est-ce que t'attends de ce festival ? Honnêtement, moi je suis venue ici déjà parce que j'adore tout ce qui est film d'animation. En plus, le lieu est incroyable. Mais c'est vrai que de ce festival, savoir déjà que le Mexique est le pays à l'honneur. Plus qu'on allait beaucoup parler de l'identité queer. C'est un truc, genre vraiment ça m'a motivée à venir. Je m'attends à voir plein de films cool, à rencontrer plein de gens cool. Et puis il va y avoir plein de courts-métrages et de longs-métrages sur les animaux. Si. Et toi Valentin, qu'est-ce que t'attends ? Vraiment de découvrir cet énorme univers des films d'animation, parce que je pense que si on est un peu cinéphile du dimanche, quand on parle de films d'animation, on s'arrête toujours au Disney, au Pixar, au Ghibli, et là ça permet des gens de voir des films d'animation de différents studios, des films qui certes ne sortiront peut-être pas dans des grosses salles de cinéma, mais dans des petits cinémas indépendants et qui vont un peu questionner la curiosité d'aller voir ces films-là, et tout comme de différents courts-métrages. Donc voilà, cette possibilité de découvrir plein de choses. Et personnellement, moi ce que j'attends de ce festival, c'est découvrir un peu tous les nouveaux talents et découvrir beaucoup de cinéma, plutôt bien s'amuser et manger beaucoup de glace. On veut manger des glaces. Allez au Glacier des Alpes si vous allez à Annecy. On va, sans plus attendre, commencer à parler de films, parce que on a un programme un peu chargé, et on avoue qu'en quotidienne, on va faire un peu court et ramasser. On va tout de suite commencer en parlant de la première projection à laquelle on a tous les quatre assisté. Aujourd'hui, on a vu une séance Annecy s'anime, hommage à l'animation mexicaine, qui était un regroupement de 9 courts-métrages de toute époque. Donc, on va parler de chacun des courts-métrages qu'on a vus, parce qu'il y avait du très bon, il y avait du moins bon, on n'a pas tous tout aimé. Donc, ce que je propose, c'est qu'on parle chacun de notre court-métrage préféré et qu'on en débatte. Alors Eva, c'est quoi ton court-métrage préféré de ce Annecy s'anime ? Alors moi, honnêtement, j'ai du mal à choisir, mais je dirais que c'est le court-métrage La Frontera de Cristian Arredondo Narvarez, parce que il y avait un animal. Non, honnêtement, c'était un film que j'ai trouvé très émouvant. Donc si on résume un peu, c'était un monsieur en plein milieu du désert avec son chien qui traverse le désert, etc. Il cherche de l'eau, il finit par tomber sur une rivière, mais il y a une falaise, il tombe de la falaise, il se noie à moitié dans l'eau, etc. Et son chien le sauve ou le réveille à plusieurs reprises.
Donc personnellement j'ai trouvé ça très émouvant parce que ça montrait un lien très fort entre le maître et son chien. Et après c'était très intéressant parce qu'on pouvait se poser la question de est-ce que après la première chute depuis la falaise qui était assez haute, est-ce que quand le monsieur ouvre ses yeux et voit son chien, il était vraiment... Enfin, qu'il n'était pas mort ou assommé, qu'il n'était pas dans un coma et qu'il arrivait de la suite. On ne sait pas qu'en fait il était mort et juste c'était des visions d'après la mort, etc. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'ai beaucoup aimé. Bah moi, exactement le même court-métrage préféré pour le coup, j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-ci. Déjà que ce soit en termes d'animation, je l'ai trouvé vraiment très très joli. C'était très très doux. Les couleurs étaient vraiment très jolies. C'était beaucoup de beige, de marron, de bleu clair, de vert clair. C'était très très doux. Et ça contrastait beaucoup avec justement la dureté de la situation. Et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'il fait pas mal réfléchir par rapport aux métaphores que ça peut être, par rapport à la signification que ça peut avoir, etc. Mais ouais, c'était vraiment très très touchant en tout cas de voir la relation entre l'homme et son chien. Vraiment, il lui restait pas beaucoup d'eau, il la partageait avec lui et tout. C'était vraiment très très beau. Et effectivement, je pense personnellement qu'effectivement ils sont morts après la première chute parce que comme Eva me l'a dit tout de suite, en fait au début le chien il a la patte cassée et après il l'a plus. Ouais. Et du coup c'est vrai que ça amène à se poser des questions quoi. Je me souviens en plein milieu de la séance, j'étais là, Marion attends mais avant il avait un bandage et tout. Je précise que ce court-métrage m'a fait lâcher une larme. Voilà. Ouais, non, vraiment, il était magnifique. Perso, sur La Frontière, j'aurais juste un truc à dire. Moi, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est la façon dont le découpage en fait, de chaque scène va mettre les nuages comme une sorte de halo au-dessus des personnages. Ouais. Tout le temps. Même au début du métrage, où c'est juste un homme qui boit de l'eau et qui donne les dernières réserves à son chien, et qui ensuite pense trouver une oasis. Quelle est donc cette oasis qui peut aussi représenter finalement un fleuve comme le Styx et c'est un film qui était effectivement je vais pas paraphraser, qui était vraiment très bon, qui en 5 minutes pas moins te délivre en fait tout un réseau métaphorique assez intéressant sur la fidélité, sur l'amitié qui nous chamboule, nous intéresse, nous interloque. J'ai pas beaucoup de mots en fait pour décrire ce qu'on a vu parce que il était vraiment très très fort. Effectivement, moi aussi j'ai chialé, mais en même temps je pense que je vais pleurer l'intégralité du lac d'Annecy avant la fin du festival, donc c'est pas à moi qu'il faut demander si j'ai pleuré ou pas. Mais voilà, il y a quelque chose qui est assez intéressant derrière ce film et voilà, j'ai oublié de le dire, mais on va essayer de pas spoiler dans les épisodes parce que c'est des films qui sont pas sortis, qui vont peut-être pas sortir en France ou qui vont sortir en France, mais en tout cas, on va faire attention à éviter les spoilers. Et toi, Valentin, qu'est-ce que t'as pensé de La Frontière ? Alors du coup, moi, je suis pas forcément d'accord, c'est pas le bon terme, mais je suis pas le même avec tout le monde. C'est pas mon préféré. C'est peut-être un de celui qui sort du lot parmi la liste qu'on a pu voir. On a eu une dizaine de courts-métrages, donc c'est un qui sort du lot, mais c'est pas mon préféré parce que je pense que quand il tombe de la falaise, j'avais quand même ce petit doute sur à leur réveil du personnage, si effectivement ils sont vivants ou pas, mais vu la chute, j'ai quand même ce doute de me dire que ouais, peut-être que c'est l'âme qui sort du personnage ou ce n'est pas réel, et c'est un peu ce côté du déjà vu. Et par contre, je ne comprends pas ce qu'à la toute fin, et même au tout début, on voit une sorte de rangée de différents personnages. Et alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas suivi, mais je ne sais pas si c'est des âmes, des monstres, je ne sais pas si j'ai raté quelque chose par rapport à leur présence dans ce court-métrage. Moi personnellement, c'est vrai que là, maintenant que tu dis ça, ça m'y fait repenser. Pour moi, ce serait comme par exemple... les âmes ou les présences des anciennes personnes qui ont fait le même chemin, qui ont connu le même destin et qui en fin de compte on peut dire hantent les lieux mais pas de manière négative, juste leur présence est encore présente. Et pour moi en fait le désert c'est juste le lieu c'est les limbes, ce désert là, et c'est pour ça qu'on voit autant d'âmes, c'est-à-dire que pour moi c'est toutes les âmes qui passent dans l'au-delà et c'est juste une grosse métaphore de la façon dont on passe dans l'au-delà et on est mené par finalement un ami, cet ami qui est la mort. Ouais, c'est exactement ce que je pensais aussi, ça m'a fait penser à un gardien, un peu. Parce qu'à la fin, du coup, le chien prend une forme humaine, enfin... C'est une ombre, hein. Ouais. C'est vraiment une représentation assez classique de la mort, quoi.
Et du coup, ça me faisait vraiment penser à après des gardiens, parce que du coup, l'homme change de forme et prend la forme de toutes ces étranges formes, justement, qu'on voit au début et à la fin. Et du coup, ça m'a fait penser à ça. Ouais, c'est vrai que moi je reste sur cette idée de un peu déjà vu. Bon, après, je m'attendais déjà à la fin. Ça va peut-être un peu gâcher ce plaisir de juste d'admirer le court-métrage et d'apprécier, quoi. Et toi, Valentin, c'était quoi du coup ton court-métrage préféré, vu que t'as pas beaucoup aimé La Frontière apparemment? Alors pour moi, c'est Adelina d'Anna Partilla, qui raconte donc l'histoire d'une petite fille donc on voit un peu donc elle est dans sa chambre en train de jouer, donc on découvre un peu l'animation, un peu son environnement, on va dire l'identité de cette petite fille. Et ensuite, elle suit sa maman, je suppose, voir un musée. Donc elle voit différentes œuvres de différents artistes. On a du Van Gogh, on a l'Orphée, je ne saurais plus le nom de l'artiste, alors que je suis en histoire de l'art. Quand même, j'abuse un peu. Mais ouais, on voit quand même différentes œuvres très diverses et variées, du Van Gogh jusqu'à du Marcel Duchamp, par exemple. Et lorsqu'elle rentre, on a cette impression d'une sorte d'accélérer. Et on a... En tout cas, le réalisateur nous pousse à nous faire comprendre que ça l'a marqué de façon négative, au point de peut-être faire des cauchemars. Et en fait, c'est pas du tout le cas. On se rend compte qu'elle était plutôt fascinée par ce qu'elle a vu. Et elle va déconstruire son environnement que du coup que le réalisateur nous présente au début du film, donc un environnement de petite fille très basique, à déconstruire son environnement et du coup à reconstruire par rapport à ce qu'elle a vu au musée, donc en recopiant les œuvres des artistes qu'elle a vu, quoi. Je sais pas si je m'explique très bien. Tu t'expliques très bien, mais du coup pourquoi t'as apprécié le court-métrage? Et ben je trouve déjà le retournement de situation où on nous pousse presque à se dire que ce qu'elle a vu dans les musées, c'est des choses qui l'ont vraiment marqué, parce qu'il n'y a pas des œuvres, je dirais, très... pas belles, je pense que toutes les œuvres sont belles, mais des œuvres qui sont un peu saines, innocentes. Voilà, il y a un peu de tout, comme je disais. Et ce côté où... Voilà, on pense que elle va en faire des cauchemars pendant des années, parce que quand on est enfant, une petite chose peut nous marquer durant quelques années, voire même très longtemps. Et là, en fait, non, elle va vraiment être fascinée par cela. La manière dont elle va reproduire dans sa petite chambre et sa salle de bain toutes les œuvres qu'elle a eues, avec évidemment les idées que le réalisateur va avoir pour mettre en place tout ça. Et il y a un côté un peu de humour absurde qui marche très très bien, et voilà, moi j'étais très client de ça. Bah, plus qu'absurde, je dirais même presque slapstick. Le moment où, voilà, quand elle est dans son lit et que juste il fait 3 cuts et que la lumière change et on se dit juste, on est tous en train de rire dans la salle. C'est extrêmement drôle parce que l'effet comique réside dans le fait que, elle a très très peur. Elle va pas, alors qu'elle avait l'air fascinée dans le musée. Et c'est la façon dont le réalisateur va gérer la fascination qui, moi en tant que spectateur m'a fasciné, parce que comment est-ce que on arrive finalement à reproduire, on ne va faire que reproduire ce qu'on aime et ce qui nous a fasciné nous, et comment notre regard va se jouer et se transformer par les œuvres qui nous construisent en fait. C'est un court-métrage que j'ai trouvé assez fou parce qu'il est fait, lui pour le coup il est fait en stop motion, donc animé en image par image, et il est fait avec une animation en laine, ouais, c'est ça, un peu en laine, qui est extrêmement douce, et parfois du coup le personnage est un peu gauche, mais comme tout enfant l'est, et c'est filmé à regard d'enfant. Et c'est ça surtout que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est jamais on verra le visage de la mère, c'est toujours filmé, c'est cadré au regard de cette petite fille qui, sa maison de poupée, elle fait sa taille en fait, et où elle peut du coup décider du monde qu'elle décide, qu'elle voit, et comment elle va utiliser ce monde-là. Et c'était un court-métrage qui était extrêmement drôle et vraiment très ingénieux surtout. Ce qui m'a fait hyper rire, c'est qu'au fur et à mesure du film, pour moi c'était rebondissement en rebondissement, c'est-à-dire que quand je l'ai vue dans le musée et qu'elle se mettait à fixer toutes les œuvres, pour moi c'était un début de fascination morbide, comme des fois on peut avoir quand on est jeune, on devient fasciné par un truc au point que ça devient presque malsain, on pense plus qu'à ça, et où on peut des fois faire des trucs un peu chelous. Et là je m'étais dit purée, mais je sais pas, si ça se trouve on va avoir genre un saut dans le temps et on va la voir 10 ans plus tard en train de découper des gens et pas des poupées, quoi. Et le fait qu'elle découpe ses poupées et tout, ça m'a fait rire, parce que moi j'ai déjà fait des trucs comme ça, donc je m'y suis retrouvée un peu, et j'ai trouvé ça hyper intéressant
de montrer aussi l'impact que les musées peuvent avoir sur les enfants jeunes. Ça permet d'augmenter l'imagination. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, elle fait de son environnement de vie sa chambre, quoi. Elle en fait un tableau, en s'inspirant d'autres tableaux qu'elle a vus dans le musée. Elle devient le sujet principal. En fait, elle se l'approprie. Et ce qui m'a fait aussi hyper rire, c'est l'horloge dans le micro-ondes. Et le moment où, à la fin, juste la scène avant que ça s'arrête, où elle reprend la pose de la femme qui était assise sur la chaise, elle regarde sa mère en mode « Eh, t'as vu ? J'ai fait un truc trop cool !» Et ça s'arrête là, et c'est hyper drôle. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que du coup, le personnage de la mère se retrouve quand elle regarde en mode ouais, c'est trop cool, tu sais très bien que la mère va gueuler parce qu'elle a vu le micro-ondes. Et c'est typiquement le genre de connerie que tout enfant a fait une fois dans sa vie. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que le film, effectivement, la fin du film est suffisamment intelligente pour dire non, moi je vais pas passer par là, moi je vais juste montrer la fascination parce que c'est un film qui ne parle que de fascination et la fin du film le met vraiment en exergue en fait. Ça va pas être le fait qu'elle a fait une connerie, non, on l'a vu, on était avec elle et on restera avec elle dans le fait que non, pour elle, elle a fait un truc super cool et c'est un court-métrage qui est vraiment très drôle pour ça. Du coup, dernier court-métrage de cette sélection, moi mon préféré ça a été le Héros de Carlos Carrera. Pourquoi ? Parce que le héros, c'est l'histoire d'un type qui va prendre le métro, le RER ou un transport en commun et qui marche et tout est gris, tout est morose, tout est terne. Il y a un type qui peut pas passer son ticket de métro, qui se fait virer par les flics, il est obligé de repasser derrière et ce personnage va rester au centre de l'image et va se dire effectivement la violence est autour de moi. C'est un personnage qui est constamment entouré par d'autres personnages et qui va croiser une femme, le quai de gare, qui cherche à tomber, et lui va venir la sauver, mais c'était peut-être pas ça la solution. Et donc elle va appeler les flics, lui va se faire virer, et la femme va pouvoir sauter. C'est un film qui peut prêter à confusion, je pense qu'il y a matière à débat autour de ce film. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment fascinant, c'est du coup la façon dont le film va montrer la violence, et le fait que la violence est partout autour de ce personnage, parce que tout le monde est terne, tout le monde est morose. La violence provoque une certaine aphasie en fait et plus personne n'est sensible à ça, plus personne n'est sensible à l'humanité parce que tout le monde est dans ce cercle infernal, dans le métro boulot dodo quoi et en fait le film m'a profondément touché parce que c'est quand même un truc qu'on ressent même encore aujourd'hui parce que le film du coup c'est un cours de 93 et là encore en 2023 donc 30 ans plus tard on se rend compte quand même que ça a pas beaucoup changé quoi. Quand on marche dans les rues de Paris on en a un peu plus rien à foutre des gens qui sont dans la rue quoi et c'est un truc qui moi m'a profondément touché et je trouve que dans la mise en scène ça appuie en fait ce côté de voilà on est dans une ère où la violence, on la laisse sur le côté et nous, on va vaquer à nos petites occupations et on se fait chier. Et j'ai trouvé ça plutôt intelligent. J'ai trouvé le propos vraiment bien tenu, surtout qu'il dure 4 ou 5 minutes. Je peux pas encore vraiment en parler parce que ça fait trop vite, mais voilà. Dès les premiers plans, j'ai trouvé ça super bien fait parce que ça m'a mise très mal à l'aise, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que j'ai trouvé que ça faisait très très réaliste. Les plans dans le métro où tout le monde est complètement serré, tout le monde fait la gueule. Tout le monde est au bout de sa vie et vraiment, genre, les couleurs sont très très ternes comme tu l'as dit et vraiment, c'est exactement, c'est le métro et le RER tous les jours, quoi. C'est vraiment ça, le métro blindé, t'as pas envie et les quais sont complètement blindés. Pareil, il y a aussi un plan qui est serré sur les pieds des personnages quand ils sont sur le quai et en fait, il y a la fameuse ligne qu'on n'est pas censé dépasser, ils dépassent tous et c'est comme ça qu'ils voient d'ailleurs la femme qui veut se jeter parce qu'elle est tout au bord. Mais effectivement, sur cette notion d'empathie, etc., je suis d'accord, le fait qu'il ait voulu avoir de l'empathie pour elle et qu'elle l'ait refusé, ça fait un peu la morale, l'empathie n'est plus du tout récompensée et tout, mais en même temps, la femme, elle en voulait pas parce qu'elle était tellement... Elle avait pris sa décision, en fait. Et c'est ça aussi qui était bien joué, elle a dit en marron, en plus, quoi. Oui. Enfin, elle est vraiment... Elle se fond presque dans le décor. Ouais, carrément. Mais en plus, je trouve que c'était bien joué de la part de l'équipe du film parce que vraiment, au début, on le voit du coup du point de vue de l'homme et en fait, on a vraiment l'impression qu'elle hésite parce qu'elle le regarde et dans son regard, on dirait vraiment qu'elle est pas sûre de sa décision. Alors qu'en fait, si, quoi. Et du coup, c'était très très dérangeant. Je pense que personnellement, même dans ma tête, je suis divisé sur ce que je ressens de ce film, de ce court-métrage. Avec du recul, je pense qu'il y a cette idée de voilà, cette fille ne veut pas, elle a du moins cette envie très forte de se jeter du coup sur les rails du métro et qui n'a pas du tout envie d'être sauvée. En plus du coup de l'environnement qui est le métro, peut-être la vie dans une capitale, etc.
est-ce qu'on peut sauver tout le monde et est-ce qu'on doit sauver tout le monde? Peut-être si une personne souhaite mettre fin à sa vie, est-ce qu'on peut la laisser si son choix est fait? Ça peut perdre, genre, voilà, pour le coup, j'arrive pas à cerner ce court-métrage et j'arrive pas vraiment à cerner mes pensées et comprendre moi-même ce que j'ai ressenti devant. Du coup, je suis vraiment mitigé. Je suis sur cet avis de cette œuvre. Moi, au début, je vous avoue que je pensais pas qu'elle allait sauter d'elle-même, mais que quelqu'un a été derrière elle pour la pousser. Parce qu'il y a eu un gros zoom sur ses pieds. Peut-être que c'est moi qui ai mal vu, mais j'avais l'impression qu'il y avait des cordes autour de ses pieds. Non mais ouais, moi aussi je me Ça suis dit, doit être il y a mon des imagination, cordes, je sais pas quoi, mais bref. Parce qu'il y a quelque chose de Ouais, ça faisait un blanc petit halo autour, et du coup on se ouais. demande est-ce qu'elle est C'est forcée ça. ou pas. Et parce c'est que, là où en fait ça joue sur l'aliénation, parce Ouais, que ouais. même l'animation elle-même va nous faire penser que parce qu'on a des codes en fait. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est qu'elle cherchait son regard. Et pour moi, le jeu de regard qu'elle effectuait avec lui, c'était en gros en mode aide-moi, il y a quelqu'un derrière moi qui va me pousser. Et quand en fait, on voit qu'il arrive derrière elle et qu'il la retient dans des moments et qu'il y a personne d'autre, c'est là où je me suis dit oh waouh, et je me suis dit là ça va mal tourner pour lui. Et en fait, pour moi, le message un peu, c'est que des fois il y a des gens, ils veulent pas être aidés et que on peut pas aider quelqu'un qui veut pas l'être parce que c'est impossible. Et en soi, pour moi, c'est un peu aussi montrer le côté négatif de vouloir trop aider les autres, dans le sens où quand on veut à fond aider quelqu'un qui veut pas l'être, ça finit par retomber sur nous et nous causer des soucis. Et c'est ce qui est arrivé pour lui. Et du coup, ouais, voilà. Mais c'est vrai que c'était un film assez dur. Genre, on a fini sur une note assez schkling. Ouais, c'était un coup de poing. Hein. Ouais, voilà ça. Et puis d'un coup, toutes les lumières sont rallumées, tout le monde a commencé à se lever. J'ai fait oh, waouh. Vous l'aurez compris, les courts-métrages mexicains qu'on a pu découvrir étaient vraiment intéressants. Et si vous avez la possibilité de les voir un peu n'importe où, c'est vraiment que des bonnes idées. En deuxième séance de notre journée, on est parti voir l'animation queer pour découvrir une série de 9 courts-métrages qu'ils avaient intitulé Les couleurs éclatantes des diversités. On va refaire un peu le même fonctionnement que ce qu'on vient de faire, on va parler de notre court-métrage préféré. Donc, on va tout de suite commencer avec le film préféré de Marion. Alors moi, vraiment, c'est ce que je disais. Je les ai tous aimés. Genre, ceux de cette sélection-là, ils étaient tous excellents. Mais du coup, j'ai choisi un peu en fonction des autres qui vont sortir, parce que il y en a certains que je veux absolument qu'ils soient dedans. Du coup, bref. J'ai choisi Au placard de Vivien Forçant. Et c'est un très très court-métrage. Le réal était là en plus, du coup, pour la projection, et c'était très intéressant. Il a pu parler un petit peu et c'était très cool. En plus, il est très jeune. Il a terminé ses études il y a genre 2 ans. Ou 1 an, je sais plus, mais en tout cas, son film, là, il l'a fait pendant ses études. Le film date de 2020. Ouais, donc il était vraiment tout seul dans sa chambre. Et il est trop bien. Il est trop bien. En gros, c'est déjà, ça s'ouvre sur juste une page de téléphone. C'est juste des textos entre 2 ados qui s'écrivent et qui se demandent c'est qui ton crush et tout. Et c'est très drôle, c'est très humoristique. Et donc on comprend que le personnage principal est bi. Il descend, il sort de sa chambre, il va dans le salon et il allume la télé. Et c'est super drôle. Déjà c'est très intéressant parce que le style d'animation change. Le style d'animation est assez coloré, je trouve, globalement. C'est très très joli, ça fait un peu crayonné. J'aime bien le petit effet un peu avec du bourri au-dessus. Mais du coup, quand il allume la télé, c'est beaucoup plus épuré, c'est vraiment des traits et c'est sur fond blanc, quoi. Et c'est des extraits de ce qui passait à la télé il y a quelques années, quoi, par rapport au mariage pour tous, quand c'est passé avec la loi de François Hollande. Toutes les manifestations contre ça, quoi. Et des discours horribles, et en fait on voit la réaction du personnage devant ça, et c'est super drôle parce que il casse littéralement son crâne face à ça, quoi. Genre il remonte les escaliers en se tapant la tête sur les marches. C'est trop drôle, la salle était vraiment morte de rire, et c'était vraiment très très cool. Il y a même un mème qui est ressorti, enfin on était tous complètement morts de rire. Oh là là, c'est la décadence, hein. Si cette loi est votée, eh bien on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. C'était hilarant, vraiment, c'était trop bien placé. Et voilà, et ça se termine là, le personnage rentre dans sa chambre et il va dans son placard, il ferme la porte en mode je ne veux plus voir ce monde, c'est bon, j'en ai trop vu pour ce soir là. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien, genre il y aura toujours des gens contre vous de toute façon, donc vraiment parfois juste laisser passer, quoi, parce que ça sert à rien. C'était hyper drôle, surtout à la fin, en fait, quand il rentre dans le placard, c'est littéralement l'expression, en fait, être dans le placard, quoi. Enfin... Et puis j'ai bien aimé aussi la façon dont le réal a présenté le film, en disant que
Donc c'est un Français qui est parti au Québec pour ses études et qui disait dans la salle que bah voilà, en fait on dit souvent la France c'est le pays de l'amour, etc. Bah ouais, mais il y a à peine 11 ans, bah on était quand même en train de dire que bah tout le monde n'a pas le droit de s'aimer, et c'est assez intéressant la façon dont il l'amène, parce que commencer par la voix de Claire Chazal, déjà, nous, on est tous morts de rire, mais outre-Atlantique, elle est beaucoup moins célèbre qu'ici en France. Et il y a un message politique qui est assez bien joué, c'est-à-dire que, bah, effectivement, on est en France, mais on a encore des combats à mener, parce que ces phrases-là n'étaient que là, il y a à peine 11 ans, quoi. Bah, c'est clairement ça, de dire que même en 2023, aujourd'hui, au final, que c'est toujours un sujet d'actualité d'une très grosse ampleur. Et que bah, peut-être qu'un jour, grâce au cinéma, ça forgera cette idée-là qu'on peut être qui l'on veut. C'est une magnifique transition, toute trouvée pour le film que j'ai choisi moi, qui est Happy and Gay, réalisé par Lorelai Pepi. I could dance all night with you. That is what I'd like to do. You're for me and I'm for you. We're happy and gay. Qui est un court-métrage américain, donc des États-Unis, qui reprend le style de cartoon des années 30. Le style de cartoon des années 30, c'est les premiers dessins animés, les premiers dessins animés de Mickey. C'est aussi tous les Betty Boops ou ce qu'il y avait de très très fort dans ce court-métrage, c'est que c'est des cartoons profondément racistes, c'est des cartoons qui sont profondément, généralement en fait, très hétéronormés. Betty Boops, c'est, quand je la citais tout à l'heure, c'est littéralement le désir féminin par excellence, dans un regard patriarcal et dans un regard masculin. Et du coup, Happy and Gay, il renverse tout ça en étant un court-métrage très actuel, en mettant en valeur finalement ces personnages qui descendent dans une boîte pour danser tous ensemble et qui sont finalement arrêtés par les forces de l'ordre, et qui réutilisent finalement tous les codes du cartoon pour en faire toujours autre chose, pour les dévier. Quand un homme commence à les frapper, eux ils sortent du nuage, et parce qu'effectivement en fait il n'y a pas de violence, il n'y a que de l'amour. Et il y a quelque chose, du coup, là-dedans qui m'a profondément touché, m'a profondément fait rire aussi. C'est un cartoon qui est extrêmement bien foutu. L'humour absurde et slapstick fonctionne extrêmement bien dans le film. Et voilà, on retrouve cette animation, on revoit un espèce de Mickey, mais qui serait complètement LGBT. Et c'était vraiment un très très bon moment à passer, quoi. Moi, si je puis dire, la chose vraiment qui m'a fait vraiment, hyper rire, c'est qu'à un moment donné, quand ils sortent de la boîte de nuit, d'ailleurs, il y a une transition que j'ai pas compris, c'est qu'en général, une boîte de nuit, c'est dans la nuit, et ils se retrouvent dans une église avec un mariage qui est en train de se passer. Ils rentrent, et ils se retrouvent déjà face à un prêtre qui a des ongles très longs, très griffes, etc. Il y a beaucoup de cynisme, parce qu'ils ont une référence, tous les problèmes qu'il y a eu par rapport au prêtre, par rapport à la pédophilie et tout. C'est un renard, hein. Le prêtre, c'est un renard aussi. Ouais, c'est un renard type dragon, je sais pas. Parce que aux États-Unis, dire it's a fox, c'est un coureur de jupons. Oh, ok, bah tu m'apprends quelque chose. Quand les gens dans l'église et le prêtre se rendent compte que les 4 personnes qui sont venues se marier pour un mariage double sont lesbiennes et homosexuelles, il commence à lier, etc. Bref, ça devient n'importe quoi. T'as Dieu qui arrive sur son nuage, qui sort un éclair, pouf, ça fait un trou qui tombe directement direction Satan. Puis là, on voit le prêtre qui s'est transformé en dragon arriver devant Satan, qui est en mode « toi, il faut t'arriver des petits soucis là, hein. » En mode « allez les gars, on va s'occuper de lui !» Et puis ensuite, t'as Dieu qui fait « attendez, j'ai pas fini » et il monte des petits bancs en rési. J'ai trouvé ça hyper drôle. Hyper drôle, franchement, c'est le clou du spectacle. C'était, voilà. Au duo homosexuel, que ce soit les 2 hommes et les 2 femmes, et en comparaison avec le prêtre, avec ce côté où le prêtre parle un peu au nom de Dieu en disant que ce n'est pas naturel, etc. Avec les témoins du mariage, il y a plusieurs témoins qui ont des propos
qu'on peut entendre malheureusement tous les jours de c'est pas naturel, Dieu n'a pas fait l'homme comme ça, etc. Et pour revenir à ce que disait Eva, que lui-même on le voit, parce que du coup il y a 2 petits enfants à côté de lui, et on voit vraiment, il est montré en démon, et on voit les enfants qui sont effrayés par le prêtre. Et donc on peut se questionner que je pense pas que Dieu ait créé l'homme, pédophile quoi. Et c'est ça aussi marrant la fin quand le prêtre finit du coup aux enfers, que le prêtre estime qu'il n'a pas sa place en enfer. Et du coup ça peut être une sorte d'autre comparaison par rapport du coup au couple homosexuel. Quel est le plus satanique, avec des très très grosses guillemets, entre être pédophile et juste être amoureux d'une personne du même sexe, vu que voilà quoi, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie comme le prêtre par exemple, et la pédophilie quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jugement moral sur l'amour, mais quand en face il y a des crimes, est-ce qu'on peut vraiment avoir un avis? Bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé ce court-métrage, on a encore beaucoup de choses à dire et ça fait déjà 44 minutes de rush et je ne vais pas dormir. C'est quoi ton film que t'as préféré dans cette petite sélection, Valentin, qu'on va traduire en français dans toutes ces sensations dans mon estomac, parce que j'avais pas pris la traduction qu'ils nous ont donnée, donc c'est une traduction Google. Voilà, donc ce court-métrage est un court-métrage croate et portugais fait en 2020 qui raconte l'histoire de Mathias, qui est en pleine transition du genre masculin au genre féminin, et qui du coup est dans une sorte de... Alors, je vais reciter le synopsis du court-métrage. Dans une lutte pour trouver une relation intime, authentique, avec un homme hétérosexuel. Donc, on a une sorte de... Peut-être, je crois que ça n'a pas vraiment été dit comme ça ou montré comme ça, mais un peu montré comme une œuvre autobiographique. Donc on voit l'histoire de Mathias qui est dans ses années lycée, qui commence à se questionner. On peut peut-être parler de puberté, du changement de son corps, du changement de s'affirmer. Et on voit que il se sent différent, et quand on essaie de parler de sexualité, de ses émotions, de ses sentiments, beaucoup de personnes le renient. Et donc on voit durant tout le court-métrage donc un peu des étapes de sa vie, donc peut-être fin lycée, fin fac, jusqu'à peut-être arriver à la trentaine, fin du court-métrage, sur ce côté de chercher peut-être son âme sœur, de quelqu'un qui va l'accepter comme elle est. Oui, je sais pas si ça dit. Il ou elle est. Du coup, c'est pas précisé dans le court-métrage le genre qui se définit. C'est ça que dans l'animation, elle est très très simple, donc c'est juste des petits traits un peu brouillonnés. Je trouve que ça marche vraiment très 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 bien. Et il y a vraiment une scène en particulier. Donc comme je disais, on voit différentes étapes de sa vie, principalement des sortes de dates où Mathias a plusieurs rendez-vous avec différents hommes. Il me semble qu'il n'y a que des hommes de mémoire. C'est que des bouts, ouais. Avec différents hommes, et on voit qu'à chaque fois, on a l'impression que ça se passe bien, mais qu'ils partent. Alors peut-être, peu importe la raison, on ne sait pas trop les raisons exactes de pourquoi ils disparaissent de la vie de Mathias. Et il y a une scène qui a vraiment marqué, je pense qu'on a tous les quatre marqué énormément. Donc ça se passe dans une boîte de nuit, une boîte tech, pour être précis, si je me trompe pas dans la musique. Et donc c'est à ce moment-là, donc il est dans une quête d'identité dans ce style-là. Et ok, donc il arrive dans la boîte de nuit tech. Au début ça se passe assez bien, mais à un moment donné il se sent un peu moins bien, peut-être étouffé par l'environnement, donc il part aux toilettes chez les hommes. C'est un détail important. Et donc il rentre, il y a un homme de mémoire, un homme, et qui montré de façon très monstrueuse. Ouais, il est ignoble. Ouais, de façon ignoble. Donc quand Mathias il rentre, lui il se sent pas bien, il fait pas forcément attention, même si on voit rapidement l'homme qui a l'air menaçant. Et donc Mathias va au lavabo, je crois, pour se rincer le visage, pour un peu respirer. Et on voit du coup l'homme qui commence un peu à l'agresser. Et c'est vraiment, encore une fois, sur l'animation de très simple, etc., qui tous des formes pour vraiment montrer cet acharnement, cette
cette méchanceté, j'ai pas trop les termes exacts à dire. En tant que spectateur, en fait, on étouffe en même temps que Mathias. Enfin, je trouve que la manière dont la mise en scène est faite, on ressent complètement, enfin, pas complètement, parce que je pense que c'est très dur de se mettre à la place d'une personne, mais on a un degré de ce que Mathias a vécu durant cette scène-là. Et je pense que c'est le genre de scène qui peut parler à énormément de monde qui ont vécu ce genre de choses. Et même, du coup, dans la fuite qui se déroule, donc lorsque Mathias quitte la boîte de nuit pour s'enfuir et se mettre en sécurité, toute cette course-poursuite est montrée de façon très oppressante, très limite, on n'est pas sûr que à la fin, Mathias va s'en sortir et va peut-être passer une très mauvaise soirée. Et voilà quoi, genre ce passage-là m'a énormément marqué. Et les agresseurs se transforment en chiens aussi. Oui, après. c'est vrai. Moi, cette métaphore était vraiment très très en plus, il faisait les bruits et tout. Moi, ce qui m'a fait vachement rire, c'est l'agresseur des toilettes. Pour se défendre, Mathias lui met un coup dans les coronets et on entend un petit genre le bruit que fait un chien quand on lui marche sur la queue, quoi. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a marqué, le détail qui m'a vraiment marqué, c'est pour la course-poursuite, quand Mathias s'enfuit de la boîte, c'est que donc quand il est en train de danser au début, il y a 2 gars qui arrivent, qui l'entourent. Et c'est à cause de ces 2 gars-là que Yael part en crise d'angoisse, si on peut dire ça un peu comme ça, ils sont très oppressés, va aux toilettes. Et en fait, on voit entre-temps ces 2 hommes continuer à le chercher dans la boîte. Et quand Mathias sort des toilettes et commence à se diriger vers la sortie, c'est là où les 2 hommes reviennent, le suivent, et littéralement, comme ils se métamorphosent en chien au fur et à mesure de la course-poursuite. Et on voit vraiment qu'ils sont là, ils reniflent, ils ont un flair, c'est vraiment horrible et c'est hyper angoissant, et c'est vraiment la métaphore de l'animal où c'est plus qu'un instinct bestial, répugnant, où... Enfin, ils sont déshumanisés complètement. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, pour le coup, la scène de presque viol dans les toilettes, elle est d'une violence. Enfin, on était tous complètement choqués. Et c'est horrible parce qu'elle était d'une réalité aussi, je pense. Enfin, effectivement, comme Valentin le disait, on se sentait pas à sa place, mais c'était très très bien encadré et tout, et c'était horrible. C'était horrible, mais je trouve que faut aussi faut aussi souligner l'optimisme de la fin, je trouve, parce que la fin était très jolie, j'ai trouvé. Et ça a aussi un peu coupé le souffle à tout le monde, je pense, parce que vraiment, avant d'applaudir à la fin, c'est le seul film qui a fait ça. Il y a eu vraiment un moment de silence. Tout le monde était vraiment genre... On savait pas ce qu'on venait de voir, c'était fou. Mais la fin, oui, du coup, Mathias, Yael, dit qu'au final, Yael a choisi une 3e option plutôt que... du coup, Yael expliquait qu'il y a certaines personnes trans qui choisissaient de se prostituer et tout. Et Yael a choisi la 3e option de vivre une vie modeste et d'essayer juste d'être elle-même, quoi. Et genre, j'ai trouvé ça super beau. Moi, surtout, ce qui m'a marqué dans le film, c'est tout le début, avec son ami, qui est la première personne dont Yael tombe amoureux. Et il y a cette chose très très belle qui est que lui va toujours être habillé en rouge, et qui est la couleur de la passion, et du coup c'est un personnage qui va toujours aller vers ses sentiments, et qui il a quand même c'est un personnage qui a beaucoup de courage, parce qu'il va le dire à son ami qu'il a des sentiments, et c'est le premier homme de sa vie qui disparaît, et littéralement à l'image ils disparaissent avec comme des petites gouttes, et comme s'ils partaient au vent, et ils étaient effacés de la poussière. Mais ce que Marion me dit, c'est ça, quoi. C'est comme si c'était effacé avec une gomme de sa vie. Et Yael va pourtant le faire plusieurs fois. Il y a peut-être une dizaine de personnages qui font effacer, dont le dernier dans cette plante carnivore. Et moi j'ai trouvé que la métaphore de la plante carnivore était géniale, parce que comme si toute cette passion et tout ce que Yael voulait le a consumé, le a dévoré, alors que tout ce que voulait l'autre mec, c'était Ken avec quelqu'un qui était transgenre, et c'est assez fort et vachement bien amené, je trouve, par le film. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a surtout estomaqué, c'est quand même c'est un film qui va aller dans la violence la plus extrême qu'on peut émettre contre un corps, qui est le viol.
bah en fait c'est contrebalancé par toute la douceur de ce film, de ce personnage qui de son espoir. bah c'est ça, c'est un Carrément. éternel optimiste et c'est agréable en fait de voir un film qui ne dit pas que ils sont dans la merde, mais plutôt que bah il y a un espoir derrière. Et c'est ça aussi que je note aussi de tous les films qu'on a vus de cette sélection là, c'est que ils ont tous l'espoir de bah regardez, la lutte ne fait que commencer et ça va continuer. Et c'était vachement bien foutu. Et aussi, tu parlais du t-shirt rouge. Ce qu'il y a aussi, c'est le rouge à lèvres qui est là tout le long. Oui, le rouge à lèvres, c'est Et en fait, la première scène du film, il est du rouge à lèvres. Ouais, c'est ça, il est lié aux petites bulles qui sont dans le ventre, qui sont liées au titre. Je me souviens plus exactement, je crois que c'est les bulles que j'ai dans mon ventre, bref, on s'est compris. Et en gros, ces bulles remontent tout le long de son corps, jusque dans ses lèvres, etc. Et c'est hyper intéressant, sachant qu'à la fin, Yael rencontre enfin sa personne, qui a des bulles vertes, et tout se mélange, et c'est beau. Ok, vous l'aurez compris, on a tous trouvé que le film était abordé des thématiques assez importantes et dans une animation assez belle. On va conclure cette partie avec Eva et son film. C'était quoi ton film favori de la sélection ? Moi, c'était un film indien, donc en hindi, qui s'appelle Ma chère Jol. Et en gros, ça raconte l'histoire de Lalit, donc un jeune homme de 28 ans qui n'est pas encore marié, et qui décide un jour de révéler son homosexualité à ses parents. Et il fait ça à son père, et pour que tout se passe en douceur, il prépare le plat préféré de son père, qui est un curry au poisson. Et tout le long du court-métrage, donc on voit le garçon faire sa recette, en pensant à ces sentiments qu'il ressent pour les hommes. À un moment donné, il va même chez le coiffeur, et il se met à fantasmer sur le coiffeur qui devient une autre personne, etc. Et ce qui m'a très marqué, c'est quelque chose qui est très présent en Inde, qui est dans tous les autres pays, mais je sais qu'en Inde c'est très très présent, le fait il faut que tu te maries, je te présente des filles, il faut absolument que tu ailles les voir, etc. Et le moment où il dit, en fait papa, j'aime quelqu'un et c'est un homme, et en fait après ce moment-là où il dit à son père qu'il aime les hommes, il y a un cut, et on voit le père rentrer avec une sorte d'urne, une boîte tout en longueur dans ses mains. Et là, c'est le moment où tu te dis, ah bah merde, il y a quoi dans cette boîte ? Est-ce qu'il a ramené le curry chez lui ? Parce que du coup, le garçon habite pas avec ses parents. Ou est-ce qu'il a possiblement une urne où il y a les cendres du fils qui est mort ? On sait pas trop, c'est très bizarre. Et je trouve que c'est une belle conclusion, parce que en Asie, l'amour est très souvent exprimé par la nourriture. Et c'est très beau de voir à la fin le père qui ouvre la boîte et qui mange le curry avec la mère. Et ça montre que, en fin de compte, il accepte son fils. On a l'impression qu'il a pas dit clairement, ok, il y a pas de souci, mais inconsciemment, il lui dit, je suis là pour toi, et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très touchant, sachant qu'en Inde, l'homosexualité, c'est encore un sujet très tabou. C'est pour ça que c'était vraiment celui qui m'a marqué. Je pense que même, la trame, du moins, quand le repas commence, et que... je pense qu'il y a un peu ce côté, chacun de nos côtés, de façon personnelle, je pense, de un peu le moment gênant des repas de famille à Noël, ou etc., où on te pose la fameuse question, alors, les amours, qu'est-ce que ça donne, etc. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ça reste quand même très hétéronormé, où si t'es un garçon, on va te demander est-ce que t'as une copine, et inversement. Et du coup, on le voit là, et encore une fois, dans un pays où, oui, pour revenir sur l'idée que être homosexuel c'est très compliqué, et on ne peut pas en parler librement. On voit sauf que c'est un pays, encore de mémoire, où il y a quand même pas mal de mariages arrangés, et on voit que le papa de cet homme-là le pousse à choisir des femmes assez précises. On voit pas que c'est pas cette idée de est-ce que t'as une amoureuse de tel endroit ou tel endroit. Là, on voit que c'est vraiment des femmes très précises d'un milieu précis que le papa connaît. Et même à un moment donné, donc il parle d'une collègue d'université, et il lui dit écoute, on en reparlera avec ta mère, comme si les parents devaient décider avec qui tu devrais être amoureux et avec qui tu dois te marier. Et donc ça renforce encore plus la situation très gênante, très oppressante. On comprend qu'à un moment donné, il va dire écoute, ce ne sera pas une femme, ça sera un homme. Et qui fait que du coup, pour revenir au cut, c'est encore un peu plus... on a le cœur vraiment noué, et on a peur en fait on veut savoir ce qui c'est, du coup, la suite de cette histoire.
Il faut vraiment attendre la fin pour savoir la fin de ce repas, quoi. Pour pas paraphraser ce que vous venez juste de dire, moi ce que j'ai aussi trouvé assez impressionnant de la part du métrage, c'est que c'est ce parallèle fait entre les sensations et les sentiments amoureux. Lui va sentir le toucher du coiffeur, va le faire partir dans un fantasme parce que il est touché par quelque chose et quand il me semble il est en train il goûte sa sauce ou quelque chose d'autre, il a un autre fantasme. En fait, la sensation tout son corps lui-même le mène doucement vers cette partie de lui qui devant son père et il essaie de renfrogner alors que son père lui dit c'est délicieux ce que tu viens de faire. Ce plat qu'il a fait en pensant qu'il a fait avec amour. On dit souvent quand c'est fait avec amour c'est bon, mais il l'a fait en pensant du coup à des hommes. Moi ça m'a énormément touché, la façon dont le film va mettre en parallèle ce que l'on fait, et on le fait d'autant mieux que quand on le fait quand on est nous-mêmes. Vous l'aurez compris, c'était un très beau moment qu'on a passé devant ces 9 courts-métrages. On n'a pas le temps de parler de tout, parce que j'ai quand même aussi besoin de sommeil, mais c'est pourquoi on va passer au débrief, parce qu'on était à la cérémonie d'ouverture. Pour inaugurer le festival, on a vu le premier film en compétition, qui est le nouveau film de Benoît Chieux, qui s'appelle Sirocco et le royaume des courants d'air. Le film raconte l'histoire de Juliette et Carmen, qui sont 2 sœurs, qui découvrent un passage entre 2 mondes. Celui du livre Le royaume des courants d'air, écrit par l'ami de leur mère, et le leur. Pour revenir, elles vont devoir faire un voyage initiatique pour découvrir ce monde qu'elles connaissent pourtant par cœur dans leur imagination. Pour commencer sur le film, on va commencer par la personne qui a dû le plus aimer le film et qui a eu les yeux écarquillés pendant tout le film. On va demander à Valentin ce qu'il a pensé du film. Alors, tout à fait. Donc moi, j'ai vraiment adoré le film. L'animation, l'histoire, très 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 sympathique. Et voilà. Les petits ronflements là. Ok, non, on va vous dire la vérité. J'ai eu une longue journée. Et en fait, quand le film a commencé, je pense que j'ai dû voir les 15-20 minutes et j'ai résisté, mais mes yeux se sont fermés, et quand je les ai réouverts, il y avait le générique. Et donc, voilà, je peux parler que des 15-20 premières minutes du film. Donc, mon avis ne sera pas forcément trop compté, donc je vous laisse avec Eva, Marion et Pierre pour vous parler du film. Voilà. Du coup, Marion, toi qui as beaucoup apprécié le film, qu'est-ce que t'as pensé ? Ouais, j'ai vraiment adoré pour le coup. L'animation était vraiment très très jolie. C'est ce que je disais à tout le monde. L'animation de 2D, je trouve que ça manque en ce moment, parce que la 3D est très très souvent privilégiée pour les avancées techniques et tout. Mais la 2D c'est très joli aussi. Elle est souvent sous-estimée, et là c'était vraiment très très cool. Le style était vraiment tout en aplat, quasiment il y avait pas beaucoup d'ombre sur les personnages, il y avait pas de dégradé, c'était vraiment des aplats de couleurs, et j'adore ce style-là personnellement. Je trouve ça très très clair. Et ouais, même dans le style d'animation, dans les chara-design, dans l'histoire, tout ce qui est voyage initiatique, les 2 sœurs qui apprennent plein de choses en essayant de partir d'un monde, et puis par solidarité, par amour et tout ça, ça m'a beaucoup fait penser à tout l'univers Ghibli, et même dans la manière d'animer et tout ça. Et du coup, j'étais assez contente quand j'ai vu dans le générique que le réalisateur remerciait, la première personne qui remerciait, c'était Hayao Miyazaki. Et je le savais, j'étais sûre qu'il y avait une influence, parce que c'était flagrant pour le coup, et c'était vraiment très très joli. La bande son est absolument magnifique. Ouais. C'est vraiment très 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 joli. Les personnages sont très cool. Une des plus belles BO qui a été composée depuis longtemps, j'ai l'impression, quand même. Magnifique. La chanson très très belle. La relation entre les 2 sœurs, bon après c'est un truc qui me touche aussi personnellement, mais je l'ai trouvée très touchante et très juste, et j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, spoiler alert, il y a plusieurs relations de frères et sœurs. Vous verrez si vous voyez le film, allez voir le film, ce qui est vraiment vraiment bien. Du coup, c'est très très intéressant comme point de vue, parce qu'on a plusieurs relations différentes. Il y a beaucoup de personnages très attachants. Le personnage de Sirocco, il est très très touchant. Voilà, il faut pas se fier aux apparences, qu'il y a beaucoup de non-dits, et voilà. C'est en vrai, quand on prend avec du recul, ok, le scénario peut paraître un peu cliché et tout, mais je saurais pas expliquer pourquoi. Je pense que c'est vraiment un tout, le fait que l'animation soit très belle, le doublage est excellent, la bande son magnifique. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très poétique, très
très bien fait et voilà, j'ai pas vu le temps passer, même si pareil, j'étais très fatiguée et j'ai lutté aussi pour pas m'endormir, mais je voulais voir la fin et la fin est très jolie. On va passer à un avis un peu plus négatif, Eva. Bon, alors moi, il faut savoir que je n'aime pas vraiment les enfants. Et il faut savoir que, littéralement, allez, les 5 premières minutes du film, voire les 10 premières minutes du film, c'est 2 sœurs qui s'engueulent avec une petite fille de 4 ans qui chouine beaucoup. Moi, ça m'a vraiment saoulée au début, parce que c'était vraiment des trucs en mode une qui fait une bêtise, la grande sœur qui est là, qui réconforte, et l'autre qui dit non, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi, et non, mais c'est pas de ta faute, alors que c'est de ta faute. On dit les termes, c'est de ta faute. Mais c'est vrai que moi, au niveau de l'histoire, j'ai mis du temps à accrocher. J'ai mis pas mal de temps à accrocher, et une fois que j'ai accroché, je dirais... au bout de la moitié du film, c'est bon, j'étais prise, c'était incroyable. Les dessins sont magnifiques. Vraiment, l'animation, les visuels, c'est vraiment incroyable. Ouais, les couleurs, c'était si beau, c'était très agréable, c'était comme un rêve en fait. Et c'était apaisant, vraiment. J'ai énormément aimé le film. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et certain. J'ai beaucoup aimé le film, même si je trouve effectivement que les 15-20 premières minutes sont vraiment... on doit lancer les enjeux, donc on va les balancer, mais vraiment, c'est poussif. Le scénario au départ est extrêmement poussif et en fait force un peu ces enjeux. Ce qui est dommage parce que ça commence avec une séquence qui est assez phénoménale en termes d'animation et surtout en termes de choses qu'on peut poser, parce que c'est une femme qui écrit une histoire. Et ensuite, c'est 2 petites filles qui vont rentrer dans cette histoire. Et donc, il y a un truc un peu méta sur la façon dont on se rapproche des gens qu'on aime par les histoires qu'elles nous racontent. Et à ce moment-là, je me dis, ouais, c'est quand même vachement poussif pour l'instant, pas grand-chose. Et là, arrive le personnage de Selma, qui est vraiment la clé de voûte du film, autour de qui tout se concentre. Moi déjà, un des premiers trucs que j'aime beaucoup, c'est le doublage. Même si je trouve que la comédienne de doublage de Pogno sur la petite fille de 4 ans, le chara design en fait plus 6 ou 7. Donc je trouvais qu'il y avait un petit décalage qui est étrange, mais une fois qu'elles sont dans l'autre monde, ça se voit plus et on se laisse juste porter par l'histoire. Il faut vraiment qu'en fait elles rentrent dans le royaume des courants d'air pour qu'on s'apaise en fait et que le film se lance vraiment à ce moment-là. Je trouve qu'il y a un travail de la naïveté qui est vraiment génial. C'est un film qui va se baser sur le regard, le personnage de Sirocco, on ne voit qu'un seul œil. Il y a aussi il y a le regard de la petite fille de 4 ans, dont j'ai encore oublié le nom. C'est Juliette et... Carmen. La petite c'est Juliette. C'est ça. Ok. Du coup, c'est Juliette qui va regarder et une scène qui m'a vraiment ému aux larmes, c'est quand elle rencontre Sirocco. C'est une petite fille qui connaît ce personnage et qui a de la fascination, mais qui en même temps va en avoir très peur et qui finalement va se retrouver à aller avec son héros. Il en est touché, c'est trop mignon. Et c'est ça, et il y a toute cette thématique de les émotions provoquent des tempêtes, qui sont finalement des choses qu'on doit affronter pour ensuite avancer et aller mieux. Et c'est un vrai récit initiatique qui est porté par effectivement une animation qui est assez phénoménale. Notamment, moi je pense à tous ces plans qui sont dans ce qu'ils appellent le bout du monde, qui est le plus haut et qui est en fait un reflet. Et c'est un film qui vient parler du reflet de ce que l'on met pour aller mieux et pour laisser partir les mauvaises émotions. Et ouais, c'est un film qui m'a énormément touché. On peut pas spoiler, du coup c'est compliqué d'en parler parce que j'aimerais aller plus loin dans l'analyse, mais il y a un contraste entre le vert et le bleu, et ce contraste-là, il est intéressant parce que le vert, c'est à la fois c'est une couleur qui évoque à la fois la vie, parce que c'est la couleur des plantes, mais aussi la mort, parce que c'est la couleur de la pourriture, et c'est de la mort vient la vie, et vous comprendrez en voyant le film. Ouais, c'est un film qui est très fort, qui arrive à toucher en fait, oui c'est ça, toucher la naïveté, qui est jamais qui est jamais rebutant parce que c'est des personnages qui restent avant tout attachants. Ouais, moi c'est vraiment aussi justement avec la notion là du bout du monde qui est tout en haut, ça me fait penser aussi ce film traite beaucoup des relations des personnes, enfin c'est le vif du sujet, mais surtout des relations, du fait d'avoir une personne qui est loin de nous mais qui continue de vivre avec nous. D'ailleurs, on parlait de contraste. Là, ça m'a fait penser que effectivement,
le caractère des deux sœurs, on a souvent tendance à voir ça, mais en vrai c'est assez véridique. La grande, elle est assez protectrice et calme, et elle essaye de prendre sur elle, même quand elle a peur, elle veut protéger sa petite sœur. Et la petite sœur, elle est très têtue, mais aussi super optimiste, elle est trop mignonne, elle court partout, même si elle a peur, elle essaye et tout. Et ça m'a beaucoup rappelé, là j'y ai repensé, justement au duo des petites sœurs dans Mon voisin Totoro, en fait. Ça avait un peu la même vibe. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai bien aimé. Et pour conclure sur le film, parce qu'on est déjà beaucoup trop long, quand elles sont au bout du monde, elles entendent tous les chuchotements du monde, et les chuchotements qu'ils entendent, du coup, c'est les chuchotements de l'ami de leur mère. J'ai trouvé ça très doux et très joli, la façon de dire que tout ce qu'on garde pour nous, en fait, les gens qu'on aime le ressentent quand même. C'est quelque chose qui est vraiment très beau, et c'est un film que je recommande grandement à tous d'aller voir. D'ailleurs, il sortira en salle le 13 décembre 2023, distribué par Oecourt. Donc, allez le voir quand il sortira en salle. Il sera forcément dans les salles parisiennes. Donc, allez-y. Vraiment, vous écoutant, j'ai vraiment le seum de m'être endormi devant ce film. Genre, quand je me suis endormi, c'est vraiment genre pile poil où, du coup, Selma. Donc là où peut-être le film commence vraiment. Du coup, littéralement, j'ai raté tout le film. C'est ça, en fait, il y a les 15 premières minutes poussives où, en fait, il force vraiment ses enjeux au début, jusqu'à cette scène de chant, en fait. La scène de chant est mise en scène d'une maestria assez forte, parce que c'est tout en raccordant l'axe, et en fait, c'est ça aussi une des grandes forces de la mise en scène de Chiyeux, c'est que le raccord dans l'axe évoque finalement ces chuchotements, évoque tous ces courants d'air qui passent un peu partout, parce que les gens, quand on ne peut pas les voir et qui ne sont pas avec nous, en fait, ils peuvent peut-être quand même nous entendre de quelque part. Ils peuvent quand même peut-être nous voir de quelque part. Et c'est une thématique qui est vachement bien menée par le film. Et c'est là-dessus qu'on conclut notre premier épisode de cette quotidienne. J'espère que ça vous a plu. Marion, c'est quoi ton ressenti du coup finalement de cette première journée ? C'était super cool. On a fait vraiment beaucoup de choses. Je pensais pas qu'on ferait autant de choses dès le premier jour. Et j'ai trop hâte de voir la suite. Moi, tout pareil. C'était très cool. J'ai adoré. J'en ai pas parlé, mais il y avait un court-métrage avec une grenouille. J'adore les grenouilles. Du coup, c'était trop cool. Voilà, et j'ai hâte de voir la suite. Et je pense qu'au fur et à mesure des podcasts, on va voir l'évolution de notre fatigue. Ça va être très drôle. Du coup, voilà, amusez-vous bien. On nous écoutant parler. Moi, pareil, pour cette première journée, je trouve que c'était grave sympa. Je trouve qu'il n'y a pas cette ambiance très canne, très médiatisée à fond, très plus tête d'affiche que vraiment film. Là, c'est vraiment, on vient voir des films d'animation, on vient découvrir de nouvelles choses. Et je trouve que la population, si je peux dire ça comme ça, sont beaucoup plus chill. Je pense que tu peux facilement parler avec des gens, etc. Par contre, pour revenir sur le côté où, en tout cas aujourd'hui, c'est on sort de salle, on respire 5 minutes, on re-rentre dans la salle. Et je pense que du coup, c'est ce côté qui m'a fatigué et qui fait que j'ai fait mon meilleur coma devant Sirocco. Mais je pense qu'on verra bien demain. Mais très bonne journée en tout cas. Et moi, je commence le festival déjà fatigué et je ne suis pas couché avant 3h. Pour finir ce podcast, on remercie le Festival d'Annecy, on remercie bien entendu le Crous de Paris, les Facs Sorbonne et Télé Sorbonne de nous permettre de faire cette émission, ce voyage et de couvrir le festival. On espère que cet épisode vous aura plu, que vous allez avoir envie de continuer de nous écouter, de nous accompagner toute cette semaine. Bref, j'espère que cet épisode vous a plu. Continuez à regarder des films d'animation et à demain les amis. Des bisous. À demain, bonne soirée. Animation is cinema. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bien travaillé ce matin. Mais non, je fais pas. Je suis en retard. Seulement, le tout venant a été piraté par les mots. À tous les temps de l'indicatif, du conditionnel et du subjonctif, je dégrade les murs de la classe et je malmène la prosodie française.